Aujourd'hui, on va aller au-delà des déclarations publiques, au-delà des tweets, au-delà de la mise en scène diplomatique. Car derrière l'accusation de Donald Trump, zéro gratitude de la part de l'Ukraine, se cache en réalité un basculement beaucoup plus profond. Un bras de fer entre Washington et Kiev, une Europe divisée, et un plan de paix américain qui, pour la première fois, semble aligné, même partiellement, avec les demandes historiques de Moscou. Bienvenue sur Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique et les innovations technologiques croissantes dans le monde. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Dans cette vidéo, on décortique ce plan en 28 points, ce qu'il donne réellement à la Russie, ce qu'il retire à l'Ukraine, et pourquoi l'Occident lui-même commence à douter de ses propres positions. Le 23 novembre 2025, Trump déclenche les hostilités, pas sur un champ de bataille, mais sur son réseau social, Truth Social. Il écrit « La direction ukrainienne n'a exprimé aucune gratitude, et l'Europe continue d'acheter du pétrole russe. » Oui, c'est un message agressif, mais surtout un message calculé. Trump veut envoyer un signal. L'Ukraine doit accepter l'offre américaine, et l'Europe doit arrêter de jouer sur deux tableaux, sanctions en façade, commerce énergétique en coulisses. Il répète également que la guerre n'aurait jamais eu lieu sous un leadership américain plus fort. En d'autres termes, l'administration de Biden a permis cette guerre. Et maintenant, c'est à Trump de résoudre ce que d'autres ont laissé exploser. Ce qui fait réagir Zelensky de son côté, il répond immédiatement avec un ton presque protocolaire. L'Ukraine est reconnaissante pour l'aide américaine et personnellement envers le président Trump. Il rappelle l'aide militaire, les javelins, les soutiens financiers. Mais cette réponse n'est pas un remerciement spontané. C'est un message pour éviter un choc frontal avec Washington. Car à ce moment précis, l'administration Trump a laissé filtrer une menace précise. Si Kiev refuse l'accord, l'aide militaire sera suspendue. Ainsi tout le monde s'est retrouvé à Genève, la table où se joue l'avenir de l'Europe, parmi lesquels la délégation américaine dirigée par Marco Rubio, l'Ukraine représentée par Andriy Yermak, les Européens, France, Allemagne, Royaume-Uni, venus observer, mais en réalité surveiller. Ainsi, Marco Rubio a réagi qualifiant cette réunion de « très significative », mais aucune annonce concrète. Aucune concession claire, du moins rien qui permet de mesurer la réalité du progrès. Et pourtant, derrière les portes fermées, un document circule déjà. Le fameux plan en 28 points. Et c'est là que l'affaire devient explosive et intéressante. Avant de continuer, merci de vous abonner et de liker la vidéo pour référencer et soutenir la chaîne. L'inquiétude européenne se perçoit. Ce plan est trop favorable à Moscou. Pour la première fois depuis 2022, les capitales européennes disent publiquement ce que beaucoup pensaient tout bas. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne expliquent que les frontières ne doivent pas changer par la force. Mais pourquoi insiste-t-il autant là-dessus? C'est tout simplement parce que plusieurs points du plan américain prévoient la reconnaissance de facto de territoires sous contrôle russe, un gel des lignes de front et une réduction massive des forces ukrainiennes. Ce qui est encore plus inquiétant pour les diplomates européens, c'est que plusieurs sources affirment qu'un conseiller russe, Kirill Dmitriev, aurait participé à la première version du document. Un diplomate polonais va jusqu'à demander qui a réellement écrit ce plan. Mais voici ce que contient réellement le plan de paix, et dont les éléments qui inquiètent Kiev et l'Europe. Premièrement, les concessions territoriales. La reconnaissance de la Crimée comme territoire russe de facto par l'Ukraine. Les portions du Donetsk et du Lugansk reconnues comme zone russe. Le gel des positions autour de Kherson et Zaporijia. Deuxièmement, l'armée ukrainienne réduite. L'Ukraine doit limiter son armée à 600 000 soldats au maximum. Et cette réduction est jugée trop risquée par l'UE. Elle laisserait l'Ukraine dépendante d'engagements extérieurs. Troisième, la fin des ambitions d'adhérer à l'OTAN. L'Ukraine devrait renoncer à son intégration dans cette alliance, en échange des garanties de sécurité américaines et européennes. Et enfin, la reconstruction contrôlée. L'Ukraine utiliserait les 100 milliards d'avoirs russes gelés
dont une partie est sous contrôle américain actuellement, ce qui donnerait à Washington une influence économique majeure sur l'Ukraine après la guerre. Du côté de Moscou, ce plan ressemble à une normalisation de faits accomplis. Pour l'Ukraine, c'est une perte stratégique majeure. Pour les États-Unis, c'est un compromis qui maximise leur rôle dans la future architecture et construction de l'Ukraine après la guerre. Cependant, l'ultimatum est l'arme diplomatique américaine. Washington fait comprendre à Kiev d'accepter ou de perdre l'aide. Plusieurs sénateurs américains affirment que Rubio et son équipe ont même minimisé ces menaces publiquement, tout en les laissant planer en coulisses. En clair, l'aide n'est plus un soutien, c'est un levier. Et cela pour Moscou confirme une chose. L'Occident n'a jamais été un partenaire désintéressé. Pour la Russie, c'est un plan qui valide partiellement ses objectifs. Pas de recul territorial majeur, pas de retour de l'Ukraine dans l'OTAN, pas de renforcement des forces ukrainiennes. Dans une dynamique de guerre longue, ce plan stabilise des gains sans exiger de concessions russes majeures. Pour les États-Unis, une opportunité de verrouiller l'Ukraine, influence sur la reconstruction, contrôle stratégique, et surtout, une Europe affaiblie et divisée. Pour l'Europe, c'est un risque existentiel. Une Ukraine démilitarisée deviendrait un tampon fragile. Et un précédent dangereux. Des frontières modifiées par la guerre, puis légitimées par un accord américain. Pour l'Ukraine, un choix impossible. Soit accepter un accord qui ressemble à un compromis forcé, soit refuser et perdre un soutien vital. Historiquement, ce plan fait immédiatement penser à Munich en 1938, territoire cédé pour éviter la guerre, les accords imposés pendant la guerre froide, les négociations après la Yougoslavie où les puissances extérieures décidaient du sort des États locaux. Une logique revient toujours. La paix n'est jamais neutre. Elle reflète l'équilibre de puissance du moment. On peut donc remarquer tous que ce plan américain n'est pas seulement un plan de paix ou une tentative d'arrêter la guerre. C'est aussi une pièce stratégique qui redéfinit les ambitions américaines, la place de l'Europe, le rôle de la Russie et l'avenir géopolitique de l'Ukraine. Et le délai de cet accord de paix est fixé jusqu'au 27 novembre, où plusieurs choix sont possibles. Scénario 1, un plan révisé. Avec pression européenne, garantie renforcée, compromis viable. Scénario 2, une paix asymétrique. Kiev accepte. Moscou valide. Washington contrôle la reconstruction. Scénario 3, la rupture. L'Ukraine refuse. Aide réduite, guerre prolongée. Et un rapport de force qui continuera à tourner en faveur de ceux qui tiennent le terrain. Dans ce dernier cas, est-ce que l'Ukraine pourrait tenir sans l'aide? Dis-moi, quel scénario parmi les trois est le plus probable? J'attends ta réponse dans la section des commentaires. Au final, cette affaire nous rappelle une chose essentielle. La paix n'est jamais un cadeau. C'est une négociation de pouvoir. Et dans ce nouvel ordre mondial en mutation, l'Ukraine n'est pas seulement un pays en guerre. C'est le terrain où se joue l'affrontement silencieux entre Washington, Moscou et une Europe qui cherche encore son rôle. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. À bientôt sur Journal de l'innovation pour autre analyse.